Bonjour Georges Combe, c'est Mike Adébaran. Bonjour. Nous sommes au Jardin de Marie à Rennes-le-Château. Comment allez-vous? Comment tu vas? Comment vas-tu? Oui. Quand je suis à Rennes-le-Château, ça va. C'est un beau lieu. Le souffle d'esprit, puis le vent aussi. C'est ça, le souffle de l'esprit. Et du vent. On va commencer par ton parcours. Alors, je crois que c'est en 1957 à peu près, à 12 ans. Tu es sur le lac Léman. Oui, Et exact. tu as une révélation en quelque sorte. Oui. Et une vision du monde, et c'est là que tu as envie de filmer ou de faire de la photo, ce genre de documentaire. Est-ce que tu peux nous parler de cette révélation que tu as eue Oui. à cet âge-là, à 12 ans? Oui, alors je la dois au bateau à vapeur qui sillonne encore le lac Léman, d'ailleurs toujours, mais à l'époque ils étaient vraiment à vapeur et avec du charbon et une fumée noire qui mettait des escarbilles sur tous les passagers. Et je trouvais ça extraordinaire, comme s'ils étaient venus d'un autre temps. Et je me suis dit, ils ne vont pas durer très longtemps ces bateaux. Il faudrait pouvoir... j'avais un petit appareil photo, un Brody Flash, mais c'était en noir et blanc, c'est pas joli. Il faudrait pouvoir en garder un souvenir en couleur, avec le son, avec le mouvement et tout ça. Pour ça, une seule solution, faire des films. Comme il faut. C'est des belles images pour qu'on garde des belles images de beaux bateaux. Oui. Et donc, je me suis dit, je vais faire du cinéma. Voilà, c'est venu. C'était un peu le thème justement, parce qu'il y avait les bateaux, mais aussi les trains. Oui. L'idée que de la fin de quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a... Oui, en Suisse, alors, on prenait le bateau avec ma grand-mère, c'est un peu proustien cette histoire, et pour aller de la rive française, Évian, en Fion exactement, sur la rive suisse, à Lausanne, à Montreux, et à Montreux, c'est cher à Guiquieu aussi, grâce à Enel. Voilà. Enel, oui. Et avec ma grand-mère, on prenait le petit funiculaire qui montait à Glion, à Caux. Et puis on descendait après pour reprendre le bateau et revenir en France. Et j'avais eu l'impression non seulement de franchir une frontière politique, mais une frontière temporelle en quelque sorte, d'être dans un autre monde. Et les bateaux étaient la porte de cet autre monde. Et les trains y continuaient aussi cette ouverture, puisqu'ils emmenaient dans la montagne, le pays d'en haut, etc. Voilà. Très bien. Et Guy, justement, tu l'avais rencontré à des occasions là-bas aussi? Non, pas du tout. Non. Non. Je peux en parler. Ah oui, bien sûr. Tu peux couper aussi. Non, pas, tu peux en c'est parler, pas bien du sûr. direct. Alors comment j'ai rencontré Guy? C'est que je venais de finir. Alors c'est bien plus tard évidemment. Je venais de finir un film sur l'île des Morts de Rachmaninoff, un poème symphonique de Rachmaninoff sur un tableau de Böcklin, un célèbre tableau de Böcklin. Avec pour France 3, il est un technicien de l'équipe. À la recherche de l'île des Morts. Voilà. Il me dit, maintenant qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, j'aimerais faire un film sur un château. Je ne savais pas trop comment qualifier le château. Il dit un château un peu hanté, quoi. Voilà. Il m'a dit, ah bon, et comment il s'appelle ce château? Je lui ai dit, il s'appelle Argigny. Il m'a dit, ah bon, écoute, je connais quelqu'un qui connaît bien le château d'Argigny. Si tu veux, on va aller le voir. J'ai dit, oui. Et c'est comme ça. C'était en quelle année, ça? C'est facile, 1992, 93. Un an près, c'est à peu près ça. Voilà. Et donc j'ai rencontré Guy à une journée dont je me souviendrai toute ma vie. D'accord. Je connaissais déjà le château parce qu'il était à côté de chez moi, comme je suis lyonnais. J'étais allé le voir, mais j'avais lu. J'avais lu le livre de Charroux, les lieux. Voilà, les lieux secrets. En 62, là, le Trésor du Monde. Voilà, oui, c'est ça. Il parle de Rennes-le-Château aussi. Oui, et puis il parle aussi. Oui, c'est marrant d'ailleurs, c'est vrai. Et puis il parle aussi d'Argigny sur une dizaine de pages. Donc j'étais allé déjà voir le château de loin. Et puis c'est comme ça que l'idée m'est venue de faire je trouvais que c'est un château mystérieux et donc je me suis intéressé au château avec Guy. Il m'a expliqué un peu ce qu'il avait vécu dans le château. Oui. Je trouvais ça dès les années 60, en 1960, il était avec Jacques Bayer oui, mais là c'était au château. Enfin, lui la première fois qu'il était. Oui, bien sûr. Tout à fait.
Et j'ai commencé à écrire un scénario sur l'histoire du château, Ah oui, d'accord. pour faire en prenant plein de notes. D'accord. Et puis un jour, j'ai vu à la télé, comme tout le monde, le drame du Temple solaire. Et je me suis dit, dès que j'ai vu la première image, je me suis dit, c'est un rapport avec Argile, cette histoire. Mais que ça se passait en Suisse, et on revient en Suisse. Enfin, peu le savent que c'est lié à Argile. Enfin, Oui, dans le grand public, les grands médias n'en oui. parlent pas trop d'Argile. Donc, ben, heureusement. Heureusement. Et donc je me suis dit, il y a un rapport. Mais si je présente ce projet de film à la télé, ils vont soit me dire c'est super, on va faire un truc un peu glauque, soit ils vont vouloir faire soit ils ne voudront pas le faire du tout. Et je me suis dit, je ne ferai jamais ce film. Donc j'ai refermé toutes mes notes, tout le scénario. Et voilà, ça fait 300 pages. J'ai écrit un petit livre dessus. Et tu penses que tu le feras un jour, peut-être? Le film, non. Et le livre que j'ai écrit, je ne le publierai pas non plus. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, mais bon, du coup, j'ai fait d'autres films. Oui, oui. Alors justement, on va revenir à Mort d'un train, en 69. Oh là là, c'est t'as ton travaillé. premier. Oui, c'est sur les trains, un train du Vivarais, Ouais, c'est ça. qui, En 68. qui La existe, disparition des chemins de fer, en fait. voilà, qui existait de façon tout à fait officielle, comme un réseau normal, qui faisait 150 km quand même, et puis qui est fermé 1er novembre 68. Donc j'ai filmé les derniers moments du train et les moments de sa renaissance quand il est revenu un petit chemin de fer touristique. C'est un petit documentaire. Oui, oui, oui. Enfin, bon. Aussi, tu as fait Aran, donc, Oui. ou La Dernière Atlantide. Oui. Donc là, c'est aussi la fin d'un monde, en quelque sorte. Toujours Oui. les fins de monde. En fait. Ben oui, c'est bizarre, ouais, mais c'est Ça me fait intéressant. penser un peu des fois au document interdit de Jean-Teddy Philippe. De De Jean-Teddy Philippe, les documents interdits. Ah bon. Qui, en fait, ce sont des documentaires créés et qui, c'est la fin de quelque chose. La fin, Ouais, le personnage ouais. disparaît. Mais c'est le temps. Voilà, c'est le Ah, temps c'est le qui temps. passe Bah, et qui fait passer. Les souterrains du temps aussi. Et oui, On et ben oui, parlera non, après, mais on le en temps des parlera ovnis après. aussi. Le temps des ovnis, Oui, non, souterrains. mais c'est vrai. C'est Et voilà, donc, oui, alors Aran, C'est en Irlande, donc. Petite île. C'est de 3 petites îles en Irlande. C'est un film plus conséquent qui fait 1 heure, qui raconte le changement d'une civilisation. Une vieille civilisation à laquelle je dois beaucoup. Parce que c'était pas la première fois que j'allais en Irlande, j'étais déjà allé une dizaine de fois. Et l'Irlande m'a fait sentir un monde qui n'existait pas ailleurs. Ailleurs, du moins, Tiernanog, un peu. dans Cette, dans ma vie quotidienne à Lyon. Quoi. toute la mythologie, le faux-moir. Et qu'il y avait un. Et. Je ne sais pas si je vais manger avec vous, mais théoriquement c'est avec. Mais bon, on va voir. Voilà. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est que j'étais déjà allé aux îles d'Aran en 63. Donc c'était il y a longtemps. Et là, c'était en 73, 10 ans plus tard. Et je voyais que le monde moderne était en train d'arriver dans ces îles, Oui, oui, qui oui. étaient restées en autarcie, qui n'avaient pas l'électricité, il y avait un bateau une fois de temps en temps. Comme en Bretagne, il y avait des documentaires Oui, aussi. aussi, là-dessus. oui, l'île de Saint, l'île d'Ouessant, etc., mais c'était Oui, encore c'est plus ça. net. Mais qui avait déjà acquis une célébrité mondiale grâce à un dramaturge irlandais qui s'appelle Synge, à la fin du 19e, qui était allé séjourner sur les îles et qui en avait tiré la matière de son théâtre. Et puis surtout grâce au cinéaste Robert Flaherty, qui en 1933 a fait le film L'Homme d'Aran, qui a été un des grands succès mondiaux du documentaire. Et donc, c'est une île qui était déjà marquée par quelque chose d'autre. Et puis aussi, j'ai appris après, c'est l'île qui a vu naître un écrivain irlandais, Liam O'Flaherty, qui a vu naître la mère de John Ford, qui est originaire d'Aran. Et d'ailleurs, le yacht de John Ford, quand il était à Hollywood, s'appelait l'Araner. D'accord. C'est-à-dire qu'il était très attaché à ces îles. Et elles sont effectivement très attachantes, comme on peut être attaché à une vieille civilisation qui est en train de disparaître. Et si on regarde les films de Ford, c'est les Indiens qui disparaissent, Oui. que ce soit les Cheyennes, la prisonnière du désert, etc.
Alors même s'il y a des conflits, etc., c'est l'histoire quand même, c'est le choc de deux civilisations. Voilà. Et Arran, c'est sur cette île se joue de façon plus pacifique, encore que le choc entre la civilisation moderne et la civilisation celte. Alors qu'est-ce qui m'intéressait dans la civilisation celte? C'est la présence de la nature dans le comportement humain. C'est-à-dire quand on dit bonjour à quelqu'un, on lui dit bonjour avec le vent, avec le soleil, avec la mer, avec tout ça, avec Dieu, avec les saints, tous les saints du paradis. Du chamanisme, oui, c'est la première tradition. Voilà, on est dans Jean Mallory un peu immaculé. Oui, absolument, je suis d'accord. Et donc le cinéma m'intéressait parce qu'il peut rendre, je crois, ce rapport entre l'homme et la nature. Et donc c'est le sujet du film en fait. Il y a un rapport qui se brise avec le monde moderne, puisqu'on a la télé, qu'on met des poteaux électriques partout, des éoliennes partout, des touristes partout, des avions, parce que maintenant il y a un aéroport, il y a des grands hôtels, je ne peux plus y retourner. Justement, le travail de Jean Mallory t'avait intéressé par rapport à justement cette quête d'un passé Oui, le film est sorti en salle à l'époque, c'est en 77-18 qu'il est sorti, il y a bien longtemps. Voilà. Tu as fait aussi sur Karnak. Oui. Sur l'Empire mégalithe. Donc c'est bien après. Oui, c'est bien après. Oui. Ce film est intéressant pour moi, je le dis souvent, parce que il a été le théâtre d'une expérience intellectuelle douloureuse. Le challenge du film, je pense que ce ne sera pas vu par beaucoup de monde, je voudrais choquer personne. Le challenge du film, c'est une commande par TV Brest, la chaîne bretonne, et par les monuments historiques, puisque c'est eux qui gèrent le site. Donc ils voulaient un film sur le site et qui montre tous les aspects qu'avaient les mégalithes, puisqu'on ne sait pas à quoi ça servait, les alignements de Karnak. Donc il y a eu plein de sujets, etc. Et donc j'ai respecté ce cahier des charges en allant voir tous ceux qui s'étaient intéressés aux mégalithes. Et quand j'ai présenté la maquette du film, il y avait dedans un druide. Oui. C'était Gwenlang le Squeezek. D'accord. Et ils m'ont dit, mais pourquoi il y a un druide? J'ai dit, les druides, je sais bien que c'est pas eux qui ont fait les mégalithes, mais ils les ont quand même intégrés dans leur pensée. Virer le druide. Bah oui, parce que c'est l'extrême droite. C'est le néo-druidisme. Voilà, il y a beaucoup de clichés, Voilà. Alors il a fallu que je vire le druide. Druide hors dehors. Alors qu'il parlait dans le film, il parlait de la gorgone qui pétrifiait les gens. Il n'y avait pas de quoi tomber par terre. Mais bon, voilà. Après, j'avais interviewé un géobiologue qui expliquait que les druides étaient un peu comme des points d'acupuncture avec la terre. Et d'où, du coup, leur vocation de guérison thérapeutique. Alors après, il a fallu virer le géobiologue parce que c'était des vieilles croyances. Jean Marcal. Voilà. Après, j'avais interviewé un archéologue amateur qui, depuis des dizaines d'années, mesurait les mégalithes de Karnak et avait découvert qu'ils étaient construits selon le système métrique. D'accord. Donc quand ils ont découvert cette interview, ils m'ont dit on ne peut pas laisser passer ça, c'est pas possible, c'est idiot, virez-moi ça, on veut faire un film sérieux. Voilà, donc on a fait un film sérieux. Voilà, on a aussi dû raccourcir Coppens, pourtant qui était né dans le coin, qui racontait son enfance. Bien sûr. Mais donc là on a dû. Et alors je me suis dit, moi qui m'intéresse au mystère, je ne pourrais pas les faire dans un cadre officiel. Parce qu'on ne peut plus. Alors que jusqu'ici, j'avais fait quand même des films sur Véronèse, on ne m'avait jamais rien dit, sur des films sur la peinture romantique française, l'île des morts, on ne m'avait rien dit non plus, au contraire. Et là, je me suis dit, il y a un changement de société qui se passe au niveau des images, du statut des images. Et il y avait aussi, parallèlement, parce que les changements ne sont jamais isolés, il y avait un changement dans la technologie des images. C'est-à-dire qu'on passait d'une exigence de grosse équipe avec une technologie beaucoup plus simple, enfin pas simple, mais plus réduite, moins lourde, où tout seul, on peut faire de belles images. La preuve, on fait l'interview, là, vous êtes tout seul. Voilà. Et je me suis dit, on doit pouvoir raconter des choses de cette façon-là. Et donc je suis parti tout seul, c'est comme ça que j'ai fait le film sur Rennes-le-Château. Alors justement, on est à Rennes-le-Château. Ben voilà, on y revient. Donc Rennes-le-Château, tu trésors au vertige
Comment est venue cette idée? Depuis quand tu t'intéresses à Rennes le Château? C'est très jeune aussi? Alors, je m'y intéressais, ah là là, si je vous raconte tout, je m'y intéressais parce que je m'étais intéressé à Argini, suite à ce qu'on a dit. Et et donc forcément un peu aux Templiers. Et j'avais lu dans une revue un article écrit par un journaliste qui disait: si vous vous intéressez aux Templiers, écrivez-moi. Je pourrais vous en dire plus. Alors à l'époque il n'y avait pas encore internet et tout ça, donc j'ai écrit une jolie lettre. Je m'intéresse aux Templiers, je voudrais en savoir plus. Et j'ai posté ma lettre. Voilà. Et il me répond, en mettant mon téléphone, il me téléphone tout de suite et il me dit: mais votre lettre est un peu vague et le sujet il est immense, alors j'aimerais quand même savoir ce qui vous intéresse chez les Templiers. Un peu tout. Il me dit: j'ai vu que votre lettre était timbrée de Lyon. Est-ce que vous ne seriez pas intéressé par le château d'Argini par hasard? On n'est pas loin des souterrains du temps, on n'est pas loin des arêtes. Ouais. Mais du coup, oui, mais il m'a dit: bon, j'ai des choses sur Argini, je peux vous en parler. Si vous voulez, venez me voir. Et Qui était ce... je ne veux pas te dire. D'accord, monsieur. Et donc il habitait dans le sud de la France, pas très loin de Rennes-le-Château. Donc je suis arrivé dans la région, je suis passé à Couisin, j'ai vu ici, j'avais lu l'histoire de la Bessonnière, mais sans plus. Mais il y a l'affiche Rennes-le-Château, 5 km, je me suis dit: on va aller voir. C'est le 31 décembre, il faisait un sale temps, il faisait presque nuit, il y avait du brouillard, et j'ai été estomaqué par le lieu, mystérieux, extraordinaire, et je me suis dit: il y a un film, il y a une vraie histoire. Et donc je vais essayer de la raconter. C'est comme ça que par le château, je suis venu à Argini. D'accord. Mais ça c'était il y a longtemps. C'était avant 2000, forcément. Et après j'ai dû mettre j'ai mis l'histoire d'Argini et de Rennes-le-Château dans un petit coin de ma tête. La technologie a évolué. Et un jour, un ami parlait comme ça, et je lui parle de Rennes-le-Château, et je lui raconte l'histoire. Et il me dit: c'est une histoire formidable, il faudrait en faire un film. Alors, je lui dis: si tu veux, oui. Combien ça coûte? Il avait un peu d'argent. J'ai dit un prix, il me dit: bon, d'accord, banco, vas-y, en toute liberté. Et donc j'ai fait le film, avec des petits moyens, parce que c'était pas un budget énorme, loin de là, mais ça a permis de faire le film. D'accord. Comme je voulais. Très bien. Il est ce qu'il est. Très bien. Mais bon, C'est intéressant. en toute liberté en tout cas. Tu as fait aussi avec Patrick de Beresteinas beaucoup de volets. Donc le voyage alchimique à Rocamadour, au Mont-Saint-Michel, à Compostelle, avec Nicolas Flamel aussi, Notre-Dame de Paris. Un carnet de voyage. Tu peux nous parler un peu de cette association que tu as eue avec Patrick de Beresteinas? Je l'ai rencontré dans les années 90. Et on a discuté, il était sympathique. J'ai dit: écoute, toi tu fais de l'alchimie et moi je fais du cinéma. Pourquoi on ne ferait pas un film sur l'alchimie? À l'époque il n'y en avait pas. Et il m'a dit: d'accord. J'ai essayé de le faire avec Arte, avec des chaînes, et je me suis heurté à un refus total, enfin un silence total qui équivaut au refus. Et donc on n'a pas fait le film. Et puis la technologie, comme je disais tout à l'heure, a évolué. Et en 2003, je lui ai dit: écoute, on peut partir, faire ce voyage avec une petite caméra et on part à l'aventure. On est parti. Je suis parti, je pensais que j'allais faire un film d'1 heure. Et on a commencé par Bruxelles, et quand j'ai monté Bruxelles, ça faisait déjà 1 heure. Je me suis dit: donc, on ne va pas faire 1 heure, on ne va pas couper parce qu'il y a plein de choses. Donc ça fera un film de 2 heures. Puis après, ça fait un film de 7 heures. Voilà. Rocamadour, quelle est votre impression, ton impression de Rocamadour? C'est très particulier. Patrick Beresteinas connaît très très bien ce lieu. Bien sûr, il est un peu originaire du lieu. Et c'est curieux, parce que sur les 7 films, Rocamadour vient en 4e position. C'est-à-dire qu'il est exactement dans la position centrale. Et c'est le point de bascule du film. Et il y a des spectateurs qui l'ont senti. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Ils m'ont dit: à Rocamadour, là on a tout coupé parce que ça devient complètement farfelu, l'histoire des gnomes, des elfes, tout ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Puis d'autres au contraire qui ont trouvé que c'était bien.
la plupart d'ailleurs, heureusement. Mais c'est le point de rupture, si je puis Oui, dire, oui. le point de bascule du Mais film. il s'était rapproché un peu de Bugarage d'ailleurs, il s'intéressait Oui, justement aussi, à tout, oui. tout ce qui est lié au phénomène L'alchimie, du c'est petit ça. peuple. Hein. Du petit peuple. Oui, l'alchimie, c'est se mettre en contact avec la nature. C'est la Exactement. philosophie de la nature. Exactement. Donc, ça rejoint ce que j'avais déjà esquissé. Donc, Ensuite, il y a eu les souterrains du voilà, les souterrains du temps. Donc là, on part à Lyon, Société Angélique, et Lyon, ville initiatique, ville ésotérique. Les arrêts de poissons. Tu peux nous parler donc de ce film Souterrains du temps. Oui, alors c'est après le voyage alchimique, je me suis dit je vais me reposer parce que j'ai fait un film qui fait 7h30. Je voyageais pas mal, je suis allé jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Rocamadour, le Mont-Saint-Michel et tout. Donc là, ça se passe à Lyon, je suis lyonnais, je ne vais pas aller bien loin. Résultat, je me suis retrouvé à Jérusalem et puis à Rome aussi pour explorer les souterrains romains et les souterrains de Jérusalem, voir si ça ressemblait aux arêtes de poissons. Donc ça a été une quête. Là aussi, je pensais faire un petit film de 50 minutes et ça fait un DVD qui fait 3h30 en 5 épisodes. Qui raconte, qui tourne autour de l'inconnu. Ce qui m'intéressait, c'est que personne ne savait ce qu'étaient ces arêtes de poissons. Aujourd'hui, le hasard a voulu que je rencontre un archéologue qui fait des fouilles dans les... J'arrive. Qui fait des fouilles dans les arêtes de poissons. Et ce qui est amusant, mais ça m'amuse de vous le dire aujourd'hui, parce que c'est un peu un scoop. Les arêtes de poissons, il y a deux grandes parties. Il y a les arêtes sous la Croix-Rousse et puis un grand ouvrage qui fait 10 km de long, qui s'appelle les Sarrasinières. Dans le film, je suppose, mais sans aucune preuve à l'époque, que les Sarrasinières étaient le même ouvrage que les arêtes de poissons sous la Croix-Rousse. Et l'archéologie vient de découvrir que c'est effectivement le même ouvrage, la même datation, le même matériau, et que ça faisait partie de la même pensée. D'accord. Et du coup, ça devient encore plus intéressant. Confirmation. Mais alors, une pensée de quoi? Alors, j'ai une hypothèse dans le film que ça ne pouvait être qu'un lieu cultuel. Ça ne pouvait pas être militaire, ça ne pouvait pas être économique, ça ne pouvait pas être un égout, ça ne pouvait pas être un aqueduc, ça pouvait... Voilà. Parce que ça ne correspond pas. Et il y a 3 semaines, l'archéologue me montre un objet, il dit j'ai trouvé ça dans les souterrains, et c'est un objet cultuel. D'accord. Voilà. Des Romains, du temps des Très Romains. intéressant. Voilà. Et d'ailleurs, les sociétés angéliques de Lyon, Société du Brouillard, étaient en rapport étroit aussi avec Rennes le Château. Plus ou moins. Alors, C'est plus complexe. oui, Mais c'est... il y a un lien. Bah, écoute, lequel? Ah, ça c'est à découvrir. Mais il y a un lien. Il y a un lien. Il faut creuser par rapport à ça. Je ne vais pas me le dire, parce que ça m'intéresse. C'est une ellipse. On peut en parler en langue des oiseaux. Ah, bah oui, avec la Société du Brouillard, donc, Société qui est du Brouillard, en 1600, en 1530, 1540, était en lien avec Rennes le Château. La Société du Brouillard a continué par la suite. Eh ben, elle est devenue angélique, C'est ça. en agglomérant l'Agla, en Comme les agglomérant la sociétés secrètes se sont Sodalitas, intéressées c'était l'Académie de Fourvière. Moi, je connais bien Patrick Berlier. Donc, voilà. Et alors, un lien avec Rennes le Château, après, oui. Après. Mais voilà, Pas pas à direct, l'époque. voilà, pas à l'époque, pas au La XVIe suite, siècle. la suite. Mais à mon avis, au XVIIe, oui. Mais si Même après. elle a continué au XVIIe, ça, je ne sais pas Elle a encore. continué même au temps de Sonnet, cette société en cash. Ouais, ça, ouais. Mais j'attends des preuves. Là, j'ai pas trouvé les preuves. Mais je suis pas contre. Mais tant que j'ai pas les preuves, On va finir sur le temps des ovnis. Donc oui, là, puis on pourra continuer demain. Donc le temps des ovnis, peux-tu nous parler de ce film? Donc il y a c'est Jean-Jacques Velasco, il y a Philippe Solal, il y a Fabrice Bonvin, donc Le Nier Conscience. Oui. Comment s'est fait ce film et comment s'est déroulée la réalisation et quelle était l'idée déjà de départ? Tu t'intéresses aux ovnis depuis longtemps. Alors pour faire les arêtes de poissons, les souterrains du temps, j'ai mis 5 ans. Et j'étais en train de finir ce film quand un ami, que je connais depuis longtemps, m'a dit j'aimerais bien que tu fasses un film sur les ovnis. Sur le coup,
J'ai dit, c'est un sujet piégeux. C'est compliqué, on n'y comprend rien, ça va dans tous les sens. Je ne sais pas si je suis capable, si je peux y arriver. Et voilà. Il a insisté, et puis j'étais sous la terre. Je me suis dit, mais c'est marrant parce que maintenant on me propose le ciel. Donc je vais de la terre au ciel, mais ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc ça devrait pouvoir se faire. Donc j'ai dit, ok, on va tenter l'aventure. Alors il m'a donné une liste de 13 personnages à interviewer. Que j'ai fait, j'ai suivi sa liste, et ce qui était intéressant, c'est que le montage, j'avais 35 heures d'interview. Je me dis, je ne vais pas y arriver, parce que là, je voulais pas faire une série, je voulais faire un film qui dure 1h15 ou plus, et le scénario s'est établi tout seul. Les personnages s'enchaînaient très bien les uns avec les autres, ça a fait une histoire, où on parle des ovnis un peu... sans raconter le film, mais un peu sur les boulons, comme on dit, pour aller à des ovnis qui sont plutôt un phénomène de conscience. Voilà. Tu t'es intéressé justement à Jacques Vallée, Eric Zourcher, leur travail un petit peu, bien sûr, on aurait aimé. C'est le mimétisme. Voilà. On est proche de Jung. Absolument. Voilà, il a bien travaillé sur la question. Là, j'ai fait des conférences dessus. Voilà, Je suis passionné par le sujet. J'avais Eric en interview, Eric Zourcher. Qui justement a une pensée qui suit Vallée en quelque sorte. C'est très intéressant. Oui, mais Vallée a évolué aussi. Oui, il revient un peu tôt les boulons d'ailleurs. Oui, mais le Vallée de Magonia est mieux. Ah oui, voilà, on est d'accord. Le passeport de Magonia, on est d'accord. Il était avant-gardiste. C'est à Lyon d'ailleurs, Magonia. C'est parti des Rose-Croix d'ailleurs. C'est pas pour rien parce que c'est un initié. Jacques Vallée. Oui, bien sûr. Oui. Bah, il a fait le collège invisible. Voilà. Avec Aimé Michel. Voilà. Qui lui aussi. Donc, alors, pour finir avec ces ovnis, donc j'avais le scénario, j'avais la trame, j'avais les interviewés, mais je sais comment j'illustre. Montrer des ovnis. Je dis de quoi ils nous parlent tous ces gens. Ils nous parlent de la réalité. Le sujet, c'est réel ou pas réel. Ben, on n'en sait rien. C'est à la fois réel et pas réel. Et donc le cinéma. À la fin, ça s'arrange pour aussi le rendre. Voilà. Et le cinéma joue aussi avec la réalité. Parce que maintenant, il y a la moitié des images qu'on voit, on croit que c'est réel, mais c'est pas vrai. C'est des images d'ordinateur. Les publicités pour les voitures, c'est des fausses voitures qu'on voit rouler, parce qu'elles roulent trop bien. Il n'y a jamais eu l'ombre d'une poussière, d'un éclaboussement, etc. Et donc, j'ai voulu mélanger des images réelles et des images d'ordinateur pour aborder par un autre angle le phénomène des ovnis, qui est une interrogation sur notre réalité. Bien sûr. Est-ce qu'ils existent, eux? Est-ce que nous, on existe? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Déjà, si on meurt, on n'existe plus, mais est-ce qu'on n'existe pas encore? C'est la bonne question. Est-ce que tu aurais voulu faire un film, c'est-à-dire dans le sens, un film, pas d'action, mais je pense à, par exemple, le film Simple Mortel. Je ne sais pas si tu connais Pierre Jolivet. Ah oui, je n'ai pas vu. En fait, il est contacté, c'est un film français. Oui. C'est un des rares films français qui parle d'extraterrestres. Oui, bien sûr. Le personnage est contacté par des extraterrestres qui parlent en langue gaélique. Il est le seul à pouvoir les traduire. D'accord. Est-ce que tu aurais voulu faire un film justement mais qui traiterait du sujet, mais de façon romanesque, de façon en fiction? Il aurait fallu un gros budget, et là on rejoint les structures qui payent, donc les structures qui contrôlent, donc les structures qui engagent le contenu du film. Et moi j'aime mieux qu'un film soit une aventure. Je pars et je ne sais pas où je vais. Et ça m'amuse parce que du coup ça me pousse à finir le film. Si je veux savoir où je vais, il faut que je finisse. Donc, alors que si on est payé, il faut avant, pour qu'ils donnent des sous, leur dire où on va. Si ça dure 1 heure, 2 heures, s'il y a beaucoup de dépenses ou pas, etc. Donc il faut déjà savoir, il faut déjà que le film soit fini. Quoi. Que s'il est déjà fini, on n'est plus bien intéressé à le faire. Puisqu'on sait où on va, donc on sait, ok. Donc là, donc je voulais faire. Donc c'est des petits budgets qui m'intéressent. Moi, c'est la liberté. Et tu avais interviewé Guy Thieu à propos des ovnis aussi. Alors, j'ai rencontré Guy Thieu. Non, j'ai rencontré Guy Thieu pour avoir son avis sur les ovnis. Et il a un avis parce très qu'il fait intéressant. Partie de la compagnie géophysique, est en lien avec l'armée dans les années 50. Mais c'était tellement. En lien avec Monnery. Voilà, le problème, c'est que le film était déjà aux 3 quarts fini. Comment il s'appelait?
le film? Le temps des ovnis. Ah, c'était sur le Voilà, oui, c'était c'est celui-là. pour C'était pas celui-là. autre chose. Mais oui, le film était déjà aux D'accord. 3/4 fini. D'accord. Et ce que disait Guillaume me mettait par terre toute la, toute la structure et j'ai pas pu l'utiliser, à mon grand regret. Je l'ai remercié au générique, bien sûr, parce qu'il a apporté son éclairage. Oui, oui. Mais j'ai pas pu l'intégrer dans le film. Je le regrette. Mais il aurait fallu que. Voilà, bah oui. Bah Un oui. prochain volet. Voilà. Est-ce que tu travailles sur quelque chose en ce moment? Il y a tu travailles sur un film, sur un documentaire? Terminé, j'ai 3 projets. Oui. Parce que je vais bientôt mourir. Ben oui, comme tout le monde. Peut-être. Alors, j'ai 3 projets. Il y en a un qui est sur Lac Léman et la Nouvelle Héloïse pour creuser, mais c'est un projet que j'ai dit qui chaque fois il y a une barrière parce qu'il coûte cher, parce qu'il est compliqué et je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, mais j'aurais aimé, mais ça me semble compliqué. J'ai un autre projet qui est tout fait dans ma tête, mais qui est compliqué par le jeu des situations politiques et énergétiques et sanitaires actuelles, qui serait de faire un film sur l'Irlande par rapport à ce qu'on a dit. Mais il faut que j'y aille au moins une dizaine de fois. Alors si après on tombe dans les confinements, tout ça, je vais être coincé. Donc, et puis le hasard fait que les ovnis m'ont ramené à Rennes-le-Château, et que je trouve que c'est sympa. Et je me dis pourquoi je ne ferais pas la suite Avec Garage peut-être? à Rennes-le-Château. Ah, déjà. Rennes-le-Château 2. D'accord. Très bien. Alors j'y pense, j'y travaille, je ne sais pas où je vais. J'aimerais quand même avoir une petite idée avant de partir. Mais si j'ai une petite idée, je vais y aller. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Sûr. Un dernier message Oui, sur ton travail, sur une réflexion? oui. Le dernier message, mais ça c'est actuellement, dans 15 jours, j'en dirai peut-être un autre. Et je ne l'aurais pas dit il y a 2 ans. C'est ce que m'a apporté les ovnis. C'est la rencontre avec rencontre intellectuelle, hein, puisqu'ils sont décédés depuis déjà quelques années, avec Gilbert Durand et Henri Corbin, qui nous ramène à Young d'ailleurs. Et avec Henri Corbin, l'île verte. Voilà, l'île L'île verte, chiite, bien sûr. l'île d'Arabie. Et avec la notion de méta-histoire. Et il me semble qu'à Rennes-le-Château, on touche à la méta-histoire. Et la preuve, c'est une planète. pour faire un clin d'œil, beaucoup d'écrivains sur Rennes-le-Château, comme je suis en train d'y travailler, ils font des erreurs, notamment des erreurs de date. C'est-à-dire qu'ils font se rencontrer des gens qui, statistiquement, ne peuvent pas se rencontrer parce qu'il y en a un qui est mort depuis déjà 20 ans ou 30 ans. Et alors je me dis, ils ont mal travaillé, ou ils se foutent de notre gueule, ou ils font des erreurs, tout le monde peut faire des erreurs. Oui, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'ils sont emportés par le fond du sujet, qui les amène à sortir de l'histoire. Et donc ils font se rencontrer, enfin je dis n'importe quoi, mais Saunière et Rabelais par exemple, c'est pas possible, il y a 400 ans d'écart. Mais le camp de Saint-Germain est venu oui. cherche en frais. Jean Hort, mais il était déguisé en Jean Hort, le comte de Saint-Germain. En chemise à jabot. Voilà. C'est ce que je peux. Eh bien, très dire. bien, Georges. S'il y a d'autres idées, je suis encore à disposition demain. Hein. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien. Bon, écoute, merci. C'était un plaisir. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Écoute, à bientôt. très bientôt. À demain. Ouais, on va en reparler. À la sortie, on va voir.